Parce que mon père, c'est quand même une icône par rapport à beaucoup de Libanais. Issu d'une grande famille maronite ancrée depuis le milieu du XVIe siècle à Big Faya, Amin Gemayel demeure profondément attaché aux valeurs. Dans notre famille, c'est surtout ce qui compte, ce sont les valeurs. L'ex-chef d'État aux commandes du Liban en pleine guerre ne mâche pas ses mots. Et le politique a empêché l'armée libanaise d'intervenir. Ils ont neutralisé l'armée. Dans un pays confronté à de virulentes divisions au sein de la société, Amin Gemayel avait un objectif clair. Rebâtir cette unité nationale qui était vraiment mise à rude épreuve. Ça, c'est ma grand-mère. Et ça, c'est mon grand-père. Ce n'est pas eux qui ont construit cette maison, c'est une maison qui a 435 ans. Ça a été une des premières maisons construites à Big Faya. Nous sommes nés ici, cette terre-là est sacrée pour nous. Monsieur le Président, quel souvenir gardez-vous de votre père qui a lutté en faveur de l'indépendance du Liban, prônant la coexistence entre les communautés? Et un peu, en ce qui concerne mon père, il faut pour moi tout le temps distinguer entre l'icône et le père. Parce que mon père, c'est quand même une icône par rapport à beaucoup de Libanais, beaucoup de partisans, de sympathisants et des Libanais en général. C'est un personnage hors pair qui a marqué la vie politique libanaise pendant 60 ans d'affilée. Il a été pendant très très longtemps incontournable dans tous les bouleversements, dans toute la politique libanaise. Il était incontournable. Et d'autre part, évidemment, c'est mon père. C'est le père qui est très attentif, bien qu'il ait des préoccupations très importantes et éparpillées par-ci et par-là, mais quand même la vie de famille était essentielle pour lui et pour nous. Et c'est pourquoi il faut toujours faire la part des choses entre mon père qui est à table à midi ou le soir et nous autour de lui, partager un repas et avoir des discussions très simples, très familiales. Et surtout éviter de parler politique à table, surtout. Et éviter d'apporter les problèmes, de les mettre à table avec nous pendant le déjeuner. Pendant le déjeuner, c'était des séances très sereines, où lui-même aussi évacuait dehors toutes ses préoccupations, pour vraiment aider à entretenir un lien familial et parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos préoccupations des jeunes. Et c'est ainsi que nous avons grandi. C'était en même temps un symbole, mais aussi c'était le père. Il fallait coexister faire exister ces deux phénomènes. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est la montagne libanaise. Je suis sûr que c'est une des plus belles régions au monde. C'est une région plutôt chrétienne. Oui, c'est du Pierre Gemayel, accroché à son terroir, accroché à ce patrimoine libanais avec un P majuscule, accroché aux traditions. Il insistait sur le fait que cette maison a 435 ans d'âge. Et c'est très important, ce qui fait que chacun de nous qui occupe cette maison, et je l'occupe actuellement, c'est l'aîné de la famille d'habitude qui prend en charge. On n'a pas l'impression d'être le propriétaire. Cette maison ne nous appartient pas. Nous sommes là, nous sommes les gardiens, si vous voulez, les custodes de la maison. Mais nous ne sommes pas les propriétaires. Cette maison, quelle que soit sa valeur, n'a aucune valeur en fait. C'est un symbole et ça fait partie du patrimoine affectif de la famille. Donc, en écoutant mon père, c'est vrai qu'il n'a pas
C'est pas trop étendu sur le sujet, mais c'est revenir sur les traditions, sur les origines de la famille. 4 siècles et demi, mais ça fait déjà 5 siècles que cette famille est ancrée dans ce patrimoine, ces souvenirs, ces valeurs. Et c'est ainsi dans notre vie, on voit bien au-delà du matériel, bien au-delà de... Malheureusement, beaucoup de Libanais ne nous comprennent pas. Beaucoup de Libanais nous prennent comme ça, comme la réputation du Libanais commerçant, si vous voulez, du Phénicien, etc. Dans notre famille, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est surtout ce qui compte, ce sont les valeurs. Chez moi, mon frère, mes sœurs, c'est surtout les valeurs. D'ailleurs, j'ai ma sœur qui est religieuse, sœur Arzi, qui est religieuse, qui a été longtemps supérieure générale de son ordre, et toujours supérieure d'une institution au sein de l'ordre. Il y a ma sœur aînée, Médis, son véritable nom c'est Madeleine, on l'appelait Médis, connue sous ce nom, qui était religieuse sans l'être, religieuse civile, toujours consacrée au bien commun. Et c'est comme ça que nous avons vécu. Ma mère aussi est une dame très vertueuse, qui a le sens des valeurs. Donc nous avons vécu dans cette maison. Il y a une véritable, les gens ne comprennent pas beaucoup ça, mais je veux le dire, il y a une véritable transcendance à ce bien commun, transcendance à la vie quotidienne et à tout ce qui est matériel, tout ce qui est terre à terre. C'est comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidé pendant mon mandat à tenir le coup. Parce que j'allais tout de suite sur l'essentiel, les petits détails ne m'intéressaient pas, les petites intrigues ne m'intéressaient pas. Je les transcendais tout de suite. Et les gens s'étonnaient d'ailleurs. Il y avait de grands drames qui se tournaient autour de moi. Et moi, je les prenais d'une façon très normale, comme si c'était un fait normal. Et puis, tout ce qui est matériel ne nous intéressait pas. Les gens ne comprennent pas ce genre de politique, parce que cette politique est hors du commun. Et lorsque, Dieu sait si on m'a pas critiqué, Dieu sait si on m'a pas attaqué, et je répondais pas. Les personnes s'étonnaient, comment je réponds pas? Il y a cette campagne contre vous, pourquoi vous répondez pas? Pourquoi vous ne vous justifiez pas? Je ne sentais pas le besoin de me justifier, j'étais bien avec moi-même, j'étais en paix avec moi-même. Et moi, je dormais le soir sur mon oreiller, la conscience tranquille. Donc, je n'avais pas besoin, je dis, toutes ces parlottes, ce bavardage, un jour va se révéler à sa juste valeur, ou sa non-valeur. Comment décririez-vous le Liban des années 60, celle de votre jeunesse? C'était un autre Liban. C'était un autre Liban. C'est étrange, mais on dirait que c'est un peuple qui est venu d'une autre école. Cette période-là, des années 60 et avant, il y avait vraiment, le peuple libanais était accroché à certaines traditions. Et les leaders libanais étaient beaucoup plus consciencieux. Les leaders libanais étaient plus conscients de la responsabilité. Et puis, ils avaient honte de faire quelque chose qui n'était pas, qui était critiqué. Donc, mais ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'a plus honte de rien. On peut commettre les plus grands crimes, faire les plus grandes malversations. Au contraire, on dit que c'est intelligent, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait profiter. C'est ça qui est dramatique. Ce genre d'agissement, de malversation, devient la pratique. Il y a un proverbe français qui dit « pas vu, pas pris, vu pendu ». C'est-à-dire que si on fait quelque chose, c'est bien mal. Si ça n'a pas été repéré, ça passe. Mais si ça a été repéré, vous êtes pendu. Pas vu, pas pris, vu pendu. Moi, je renverse cet exemple. Je dis l'exemple actuel au Liban.
pas vu, pas pris, vu décorer. Les personnes qui font des malversations et qui sont reconnues comme telles, elles sont décorées, elles sont reconnues par la société, elles circulent en Mercedes, de grandes voitures, avec des escortes à gauche, à droite, devant, derrière. Et ça n'existait pas avant ça. Ce qui était vraiment, il y avait une réserve naturelle chez le politique. Il y avait une réserve naturelle. Il avait la conscience des choses, il avait une véritable conscience. Et quand il faisait un mal, quand il y avait quelque chose, une malversation, il avait un peu honte de cette malversation, se cachait. Maintenant, on ne se cache pas. Maintenant, se prévaloir. On a acquis une position, un poste, une fonction. Alors on abuse et on est fier de le faire. Et on vient là pour abuser. Donc c'est ça la différence entre les anciennes années et maintenant. Il y avait avant une plus grande rigueur. Les gens diraient qu'ils étaient plus responsables, plus consciencieux de leurs responsabilités. Après le décès de votre oncle Maurice Gemayel, vous êtes propulsé de facto sur la scène politique, élu député du Matten une première fois en 1970, puis en 1972, avant le déclenchement de la guerre civile. Qu'est-ce qui motivait à l'époque votre travail parlementaire et quels étaient les défis de cette période de l'histoire du Liban ? À cette époque, c'est vrai, je donne raison à ceux qui disent que si je n'avais pas été le neveu de Maurice, je n'aurais pas été député. C'est valable comme raisonnement. Mais pour ceux qui m'ont connu à cette époque, j'étais collé à Maurice, j'étais presque son assistant, d'une part. Et d'autre part, Maurice est mort en 1970. Et les événements au Liban avaient commencé, si on se souvient, en 1969. Il y a eu l'accord du Caire en 1969. Qu'est-ce que c'est l'accord du Caire? L'accord du Caire, c'est à la suite des affrontements entre les Palestiniens, l'armée et la population cette année-là, qui avait commencé déjà quelques années auparavant. Et par hasard, ces événements se déroulaient chez nous dans la région. Il y avait les grands camps palestiniens au Matten. Il y avait le Tal Zatar, Jisr Bacha, Naba'a, Dwaye, tous ces camps, les grands camps palestiniens qui se transformaient en citadelles militaires, étaient dans notre région. Donc, chaque fois qu'il y avait ces incidents, les gens avaient recours aux députés. C'est normal, le citoyen se retourne vers le responsable. Qui est le responsable? C'est le député. Le député, c'est Maurice. Or, Maurice, à cette époque, était président du conseil de la FAO, et il était en même temps conseiller à l'UNESCO. Il avait une envergure internationale. C'était un personnage international, préoccupé toujours par les problèmes économiques, surtout développement sur le plan international, consultant des grandes instances internationales. Ce qui fait qu'il était toujours absent. Et en son absence, qui le remplaçait, c'était moi-même. Ma proximité de Maurice faisait que très souvent, et le plus souvent, j'étais moi-même sur la scène. Quand lui était en voyage, il téléphonait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, je peux. Qu'est-ce qu'il ne pouvait rien faire de là où il était, à Rome ou à Paris. Donc, c'est comme ça que j'ai fait de la politique de proximité. J'étais présent aux côtés des gens, aux côtés de tous ces villageois dans les alentours des camps qui souffraient et qui subissaient les plus grandes misères. Et c'est comme ça, quand Maurice est mort, j'étais le plus proche, j'étais celui qui était impliqué à côté de lui pour défendre ces villageois, défendre la population. Ce qui fait que c'est naturellement que les gens se sont retournés vers moi. Moi, je n'ai pas fait de campagne électorale, j'étais à milieu de penser que je pourrais être candidat à ce poste. Maurice est mort jeune, à fleur de l'âge, et subitement. Donc rien ne me préparait. Sinon, ma proximité
Maurice, et le fait que j'étais aussi très proche de la population, j'étais le recours à cette époque. Maurice n'était pas là, il y avait Amin, c'est automatique, c'était inconscient chez les gens. Il suffirait que les Arabes d'une part, les Palestiniens et certains Libanais, avec nous-mêmes, nous nous mettions d'accord sur un minimum, sur un consensus minimum concernant le Sud pour remettre de l'ordre dans la maison, pour discipliner cette présence chaotique palestinienne au Sud. Et à ce moment-là, que ce soit Saad Haddad ou quiconque, n'aurait plus ni intérêt, ni le prétexte, ni certaines justifications pour faire ce qu'il est en train de faire actuellement au sud Liban. 1975, la politique cède la place au langage des armes. Que retenez-vous de ces années sombres de l'histoire du Liban et selon vous, quelles leçons en tirer? D'abord, je voudrais rectifier un lieu commun qui est très faux. On parle toujours de guerre civile. Où est la guerre civile? La guerre civile, quand moi je me bats contre mon frère, c'est la guerre civile contre mon voisin. Mais quand il y a une armée régulière, comme l'armée palestinienne, qui était formée de véritables professionnels, formés dans les écoles militaires, à gauche et à droite, en Syrie ou en Irak ou en Égypte, c'était une guerre réelle entre la résistance palestinienne, si vous voulez, l'armée palestinienne et le peuple libanais. Je parle armée régulière. Il y avait l'armée formée, les Palestiniens, les contingents palestiniens formés en Syrie, les contingents qui c'était Al-Saïka, le contingent formé en Égypte qui était Al-Ain Jalout, le contingent qui venait d'Irak, Al-Qadisiyyi, sont des contingents armés avec une formation militaire dans les académies militaires, encadrés par des officiers militaires. C'était eux-mêmes qui faisaient la guerre au Liban. Nous étions confrontés à de véritables armées. C'est le Libanais qui était en confrontation avec une armée régulière, carrément dans le plein sens du terme. Et en plus, les débuts des affrontements se faisaient entre l'armée libanaise et l'OLP. Le peuple n'était pas directement en confrontation. Le peuple était la victime, mais c'était l'armée libanaise qui était frontale. Donc, à cette époque, c'était une guerre entre l'armée libanaise et l'OLP. C'est pourquoi l'accord du Caire a été signé entre l'armée libanaise, le général Boustani, et Yasser Arafat, deux militaires. Les miliciens, les partis politiques n'étaient pas du tout concernés. Et ça a continué ça c'est en 1969, 70, 71. En 1973, il y a eu une guerre ouverte. Même l'aviation libanaise avait intervenu à ce moment-là contre certains camps palestiniens. C'était une guerre régulière entre l'armée libanaise et l'armée palestinienne, avec ses différents contingents. Donc ce n'était pas du tout, c'est faux de parler de guerre civile, c'est une guerre tout court, une guerre entre l'OLP et l'armée libanaise. À un moment donné, l'armée libanaise a été dépassée, surtout que le politique s'est intervenu. Et le politique a empêché l'armée libanaise d'intervenir. Ils ont neutralisé l'armée pour, soi-disant, sous le couvert de cessez-le-feu, sous le couvert d'armistice, sous le couvert de 1001 prétextes. L'armée libanaise a été neutralisée et le peuple s'est trouvé en confrontation directe avec ces camps palestiniens. C'est à ce moment-là que nous avons été obligés d'intervenir, manu militari, et bien que député, bien qu'avocat, bien que très loin de la violence je hais, la violence je déteste, la violence je n'ai pas le sang. Malgré ça, nous avons été obligés de descendre dans l'arène pour protéger le peuple. Ma mère Jacour, il n'y avait plus faisait plus de calculs quand vos maisons sont envahies et votre honneur bafoué, etc. Donc, on n'avait plus le choix que de nous battre. C'était de la légitime défense. Il ne faut pas oublier, si vous voyez un peu géographiquement, Tal Zatar est en plein conglomération libanaise. Les villages de Mansouri, les villages de Kouane, ces villages
étaient les premières victimes de ces camps. Ces camps palestiniens, qui étaient des camps de réfugiés très pacifiques, se sont transformés en très peu de temps, à cause, à l'aide de l'OLP, sont transformés en citadelles militaires, en forts militaires. C'était devenu des casernes militaires, des forts militaires, alors c'était en confrontation avec ces villages. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène qui était très grave, c'est que ces camps palestiniens qui contenaient, mettons, 5 000 personnes, 10 000 personnes, supposons, du jour au lendemain, étaient surpeuplés, et à court de gauche et à droite, des milliers d'autres citoyens, d'autres personnes, soit des Libanais venant du sud et alliés à la résistance palestinienne, ou bien alors des Palestiniens qui accouraient des autres de Amman ou du Caire ou de Damas. Et ces camps qui étaient auparavant de 10 000 personnes sont devenus, connaissez, une population de 30 000, 40 000 personnes. Alors, où est-ce que vous allez loger toutes ces personnes, tous ces nouveaux venus? Alors, on grignotait du terrain, on occupait les maisons des Libanais d'à côté, et ainsi, de plus en plus, ce camp palestinien qui avait 1 km² devenait de 5 000 km², aux dépens des villages avoisinants, des Kouanis. Le haut des Kouanis était totalement occupé par les Palestiniens. Une partie de Mansouri était occupée par les Palestiniens. Jisr al-Bacha, une partie occupée, c'est-à-dire les habitants chassés de leurs maisons, tout leur commerce occupé ou ravagé. Donc, c'est comme ça que la guerre s'est développée. On dit que la guerre civile, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre pleine, en plein sens du terme, du Palestinien qui s'est transformé de simples réfugiés en grands combattants suréquipés contre confrontés à des villageois sans armes et sans protection. Je vous dirais simplement que le gouvernement libanais ne contrôle en fin de compte que 10 à 20% du territoire. Nous ne contrôlons que 10 à 20% du territoire. Et avec ce territoire que le gouvernement libanais contrôle, nous ambitionnons d'étendre la souveraineté sur les 100% et surtout 100% de notre esprit patriotique, de notre ambition de souveraineté, d'indépendance. Et ces sentiments, et de plus en plus nous le ressentons, sont en contradiction avec les plans et les visées des différents occupants, qu'ils soient syriens ou qu'ils soient israéliens. Les Syriens et les Israéliens, chacun de son côté, sont arrivés à contrôler non point seulement la terre, la géographie, mais aussi le peuple. Le 21 septembre 1982, vous êtes élu 8e président de la République post-indépendance dans des circonstances géopolitiques complexes. Des armées étrangères notamment occupent les 2/3 du pays. Préserver l'ordre constitutionnel n'a pas été une tâche facile dans ce contexte bouillonnant. Non, ce qui est plus grave à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un genre de consensus ou bien de conspiration, c'était un consensus-conspiration contre la souveraineté libanaise et contre l'autorité du Liban. Ce Palestinien qui gesticulait au Liban était devenu un genre de menace à la Syrie elle-même, parce que Arafat est rentré en conflit avec Assad, et Assad voyait d'un mauvais œil le Palestinien, l'OLP, prendre cette envergure et cette consistance, commençait à s'inquiéter. Et de l'autre côté, Israël aussi s'inquiétait de cette proportion des hordes palestiniennes chez nous. Et ceci a déclenché une nécessité de dialogue entre la Syrie et Israël. Et ce que très peu connaissent ou veulent occulter, c'est qu'à cette époque, grâce aux efforts des Américains,
ils ont pu construire un consensus entre la Syrie et Israël. La Syrie qui se répandrait dans le nord du pays et l'Israël qui aurait les mains libres au nord, au sud, donc établir une certaine coexistence entre l'armée israélienne et l'armée syrienne. Et évidemment, ceci au dépend du Liban. Il ne restait plus qu'une petite zone infime du territoire libanais qui était en principe contrôlée par le gouvernement libanais. Et même cette portion-là, cette infime portion, était quand même était cabossée entre les deux armées syriennes et israéliennes. Mr. President, I want to thank you and the American people to whom we in Lebanon owe so much. This is my third visit to Washington, and probably the most important because of the intensity of the crisis in Lebanon and the region. Yet, I am confident that actions properly conceived and executed at this time can result in dramatic movement towards stability, security, and peace. Ronald Reagan, François Mitterrand, deux grands leaders de l'époque de votre présidence qui ont affiché à plusieurs reprises leur soutien à votre mandat. Quels souvenirs gardez-vous de vos entretiens avec ces deux hommes? Écoutez, j'avais deux principales missions pendant mon mandat. Il y avait deux principales missions, deux principales préoccupations. La première, c'est essayer de préserver la souveraineté libanaise, qui était totalement bafouée. Et à cette époque, il fallait grignoter des parts de souveraineté, parce que, comme je disais, la Syrie était par là et les Israéliens par là. Il fallait grignoter des parts de souveraineté, petit à petit. Et d'autre part, il fallait aussi s'occuper de l'union nationale, de l'unité du pays, parce que l'unité du pays était torturée, était mise en confrontation avec les objectifs, les ambitions, soit syriens, les ambitions des Syriens ou les ambitions des Israéliens. C'est à ce titre que ma fonction était très très difficile. Comment préserver l'unité du pays d'une part et assurer la souveraineté d'autre part dans ce genre de contexte. Donc j'ai mis en branle tout un programme diplomatique et grâce à certaines amitiés, surtout aux États-Unis, la communauté libanaise a été d'un grand support en Amérique, m'a introduit auprès du président Reagan, que j'ai rencontré 3 fois ou 4 fois. J'ai été 3 fois, 4 fois admis reçu à la Maison-Blanche. J'étais le seul président libanais à avoir été reçu à la Maison-Blanche. Et puis d'autres relations aussi avec le roi, avec le président Mitterrand aussi, qui était très, très coopératif et avec qui je lis une amitié très solide et sincère. Et beaucoup d'autres responsables internationaux qui m'ont beaucoup aidé à cette époque pour essayer de regagner, rebâtir la souveraineté et l'unité du pays, ce qui n'était pas du tout tâche facile. Et preuve en est, jusqu'à maintenant, nous sommes toujours au point mort. Mais au moins, à cette époque, avec cet appui, nous avons pu gagner une trêve sérieuse qui nous permettait de mieux réfléchir et essayer de mettre en place des plans de survie. Mars 1984, échec de la conférence de réconciliation à Lausanne. Vous souhaitiez la transformation du Liban en République fédérale, mais la rencontre accouchera d'un maigre cessez-le-feu et l'élaboration d'un plan de sécurité à Beyrouth. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé ce 12 mars 1984 ? Écoutez, la situation était très très tendue. Et puis les occupants israéliens ou syriens, les deux se sont surpassés dans ce domaine, de gagner des supports en territoire libanais
de gagner des alliés libanais. En fait, c'était pas des alliés, mais des personnes qui étaient obligées de collaborer avec l'armée syrienne ou l'armée israélienne. Leur survie dépendait de cela. Ils étaient obligés pour survivre, ils étaient obligés de collaborer. Et ils ont commencé à souffrir de certaines d'une certaine allégeance qui devenait de plus en plus consistante, l'allégeance de certains Libanais vis-à-vis des occupants, que ce soit l'Israélien, le Syrien ou l'Israélien. C'est ça qui me faisait peur, c'est ça qui me faisait peur. C'était l'unité du Liban qui se lézardait de plus en plus et qu'il fallait récupérer, il fallait la récupérer. Et c'était pas très aisé, c'était pas très aisé. C'est pourquoi nous avons fait toutes ces conférences, plusieurs conférences à Genève, à Lausanne et ailleurs, pour essayer de faire prendre conscience par les Libanais que, quand même, il y a le Liban encore. C'est pas simplement, c'est pas parce que je suis au sud que je suis tributaire d'Israël ou au nord, tributaire de la Syrie. N'oubliez pas que vous êtes Libanais. Et puis l'occupant va quitter un jour ou l'autre, mais vous allez rester Libanais. Donc c'est pourquoi c'était ma préoccupation, une des préoccupations principales, c'était de faire prendre conscience aux Libanais de leur identité et d'œuvrer pour rebâtir cette unité nationale qui était vraiment mise à rude épreuve. Vous avez émis des réserves sur l'accord tripartite de décembre 1985, Berry, Jumlat, Beïa, et vous vous êtes directement adressé au président Assad lors d'un sommet à Damas en janvier 1986. Dans vos mémoires, vous évoquez un accord signé sans consultation préalable avec les autorités libanaises et qui entachait la souveraineté du Liban. Vous savez, sur ce sujet-là, ça mériterait une longue interview. Je ne vais pas en 2 mots expliquer ce qui s'était passé à cette époque ou quels étaient mes objectifs. Mais en fait, mes préoccupations, ma principale préoccupation, c'était de préserver certaines relations avec la Syrie. J'avais conscience que le Liban avait besoin de la Syrie. La Syrie, c'était un voisin incontournable et indispensable. Il fallait à tout prix remettre sur les rails la relation libano-syrienne, tout en préservant notre souveraineté. Et c'était là la lutte entre les Syriens et moi-même, et essayer d'expliquer à la Syrie que le Liban ne recherchait que les meilleures relations avec elle, mais des relations basées sur la souveraineté et la souveraineté libanaise, les intérêts vitaux du Liban, que nous n'étions pas disposés n'étions pas du tout disposés à négocier aux dépens de la souveraineté libanaise. Alors c'est pourquoi toutes ces réunions avec Damas et je crois que j'ai beaucoup allégé la pression syrienne sur le Liban. Malgré la présence de l'armée syrienne chez nous, je suis arrivé quand même à essayer de préserver l'essentiel. À la fin de votre mandat en 1988, vous quittiez le Liban avec votre famille pour vous installer en France. Contexte sécuritaire oblige. Racontez-nous ces moments, ces dernières heures avant votre départ. Lorsque j'ai quitté le Liban, j'avais vraiment une mal au cœur. Parce que c'est pas que je sois resté ou que j'ai quitté. C'est pas là le problème. Mais j'avais vraiment, une préoccupation principale, c'était ce qui va advenir au Liban. Comment le pays va-t-il survivre à toutes ces difficultés, à toutes ces menaces et tous ces périls. C'est ça qui m'a préoccupé. Et je réalisais que il y a toujours cet accord syro-israélien, ce modus vivendi qui prévalait toujours. Et dans ce contexte, il était difficile
décrocher un minimum de souveraineté. Alors, c'était ça qui me préoccupait. C'était ça, ma préoccupation, c'était quid du Liban, que va devenir le Liban. Surtout que, je regrette de le dire, je le dis très objectivement, je réalisais qu'il n'y avait pas de leadership au Liban conscient de la responsabilité et ayant cette transcendance nécessaire pour pouvoir préserver le pays sur le plan, que ce soit sur le plan interne de l'unité nationale ou bien sur le plan externe, relation avec les uns et les autres. Je voyais ça et j'avais prévu, en quittant le pays, j'avais dit autour de moi que j'ai très très peur pour le Liban maintenant parce que il n'y avait plus d'interlocuteurs. Je le dis très modestement, c'est pas parce que je suis indispensable, je suis irremplaçable, mais je voyais que sur le terrain, il n'y avait aucune prise de conscience, je ne voyais pas quand même d'interlocuteurs capables de, au moins œuvrer pour l'unité, œuvrer pour la souveraineté. C'était des opportunismes, enfin. Et comment avez-vous vécu le retour de votre fils Pierre au Liban au début des années 90 ? Pierre insistait à revenir au pays, il n'arrivait pas à vivre dehors. Il m'a dit si je voulais à tout prix l'aider à s'accomplir lui-même, il doit rentrer au pays. Alors évidemment, moi je lui ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons pris les mesures minimum, précautions minimum pour le préserver ici. Mais c'était une décision difficile parce que je savais qu'il n'y avait aucune protection pour lui, il n'y avait aucune sécurité. Mais nous sommes arrivés quand même à assurer le minimum. Et il est rentré, il a fait un travail monumental, un travail extraordinaire. Il a commencé le rassemblement en 1998-99. Il a repris contact avec la troupe et discrètement. Et en 2000, quand je suis arrivé, quand je suis rentré, il y avait un terrain déjà aplani. من حمل وطنه في جيبه لا وطن له ولكن من حمل وطنه في قلبه وإرادته فوطنه مهما توالت عليه الويلات والمحن فإنه حي. أن الصليب لا يبقى صليبا إلى النهاية، إنه يتحول قيامة. صليب لبنان ستكون قيامته. نحن قوم أحببنا الحرية، وبدون حرية لا يمكننا أن نعيش، نقولها صراحة. En l'an 2000, après 12 ans d'exil, vous foulez à nouveau le sol libanais. Un retour dans le giron du rassemblement de Ernitcherwin, créé à la suite de l'appel des évêques maronites. Vous étiez proche du feu patriarche Sfer, connu pour son opposition farouche à la présence syrienne au Liban. Alors, racontez-nous les coulisses de cette période. Je veux revenir un peu à la parole du patriarche Sfer. Je me retrouve totalement dans ce discours. Et je considère que mon action et tous mes efforts étaient concentrés sur les objectifs qu'il a lui-même identifiés. Nous étions totalement sur la même longueur d'onde. Et ce qu'il a dit tout à l'heure me représente parfaitement et représente un peu l'expression de tous mes efforts, mes appréhensions et mes efforts pour la sauvegarde et la protection du pays. Et nous avons été sur la même longueur d'onde pendant mon mandat et en relation permanente. Et nous sommes restés en relation après mon retour dans le cadre de mon appartenance à Oresharwan, au mouvement de Oresharwan, qui quand même était aussi l'expression de la volonté du patriarche
Donc, il y a une parfaite harmonie, que ce soit du Arushawan ou bien de la rencontre de Bristol ou bien du 14 mars, qui est quand même, tout ça, c'était la continuité de mon combat à la présidence, qui a continué pendant toute cette période en collaboration avec d'autres chefs politiques et aussi avec la bénédiction du patriarche Sphère qui partageait les mêmes idéaux, les mêmes objectifs. Merci, Monsieur le Président, pour ces éclairages.